Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Cédric Perrin, bonjour. Bonjour. Alors vous nous accueillez aujourd'hui dans le territoire de Belfort pour l'émission Où va le monde? On va parler armée française, la défense, l'Union européenne. Et pour commencer, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Alors moi, je m'appelle Cédric Perrin, j'ai 49 ans. Je suis sénateur du territoire de Belfort depuis 2014. Auparavant, j'ai fait des études de droit, j'ai fait un DESS de droit et j'ai été élu rapidement puisque j'ai été élu en 2001. Enfin, j'ai été élu conseiller municipal en 1999 et ensuite j'ai été élu à la mairie de conseiller général du territoire de Belfort. J'étais le plus jeune conseiller général de France en 2001 et ensuite adjoint au maire et puis maire. Et j'ai été élu sénateur en 2014 et depuis 2014 je siège à la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat. Je suis vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat depuis 2017 et rapporteur de ce qu'on appelle dans le jargon administratif le P146, qui est le programme d'équipement des forces. Donc rapporteur du budget d'équipement des forces qui représente aujourd'hui à peu près 15 milliards d'euros et qui est le plus gros budget d'investissement de l'État. Qui représente 80% du budget global d'investissement de l'État et qui concerne nos armées. Et voilà à peu près tout ce que je suis également à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. J'ai été pendant quelques temps, jusqu'en mois de décembre, président de la commission sécurité et défense. Et aujourd'hui, je suis président d'une sous-commission sur l'avenir de la sécurité. Bon, rien que ça. On va parler un peu armée. J'aurais voulu que vous me passiez un peu en revue les troupes. Voilà. On parle parfois du nombre de soldats, du matériel, des armes d'attaque, des capacités de défense, des budgets, de la prospective. Est-ce que vous pourrez nous faire un petit bilan global de où en est l'armée en France en 2023? Parce qu'on entend tout et son contraire. Écoutez, le bilan, c'est que je serais tenté de remonter aux années 80, ouais. Où à l'époque, le budget de l'armée devait représenter environ, en 1982, à peu près 16 milliards d'euros. C'est-à-dire à peu près en ce moment-là 3,2% du PIB. Aujourd'hui, c'est-à-dire 40 ans plus tard, le budget de l'armée représente environ 41 milliards d'euros et pas tout à fait 1,9% du PIB. Donc en valeur absolue, évidemment, le budget de l'armée a beaucoup progressé, mais en euros constants, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, avant pour ce qu'on obtenait pour 100 euros en 1981, on l'obtient pour 275 aujourd'hui. Donc fatalement, le budget n'a pas augmenté aussi vite que le coût de la vie. Et globalement, on peut considérer que le budget des armées entre 1980 et aujourd'hui a baissé de l'ordre de 40%. En termes d'effectifs, il a également fondu comme neige au soleil. Aujourd'hui, les effectifs, je pense qu'en 2021-2022, on peut considérer que l'armée de terre avait 130 000 hommes et femmes. Dont à peu près 25 000 réservistes, soit au total en tout cas pour l'armée de terre, plus de la moitié du ministère des Armées. L'armée de l'air, c'est environ 51 000 personnes, 40 000 aviateurs, 40 800, 5 000 réservistes et environ 5 000 civils de la défense. Et puis ensuite, il y a la troisième arme, qui est la marine, qui, elle, compte 39 000 marins, à peu près 2700 civils et un peu plus de 5 000 marins réservistes opérationnels et 4 500 réservistes citoyens. Donc tout ça, ça fait un total d'environ 220 000 personnes qui sont engagées dans nos armées. C'est évidemment beaucoup moins que par le passé, puisque tout ça a décru très rapidement, parce que dans les années 90, évidemment, il y a eu la chute du mur de Berlin, les dividendes de la paix qu'on espérait éternelle, etc. Donc les budgets ont décru et puis les volumes de personnel également. Je pense que c'était une logique qui me paraît en tout cas aujourd'hui, évidemment que le recul étrange, mais qui dans le contexte de ce moment-là était naturel, puisque l'objectif de tout ça, c'était quand même de rechercher le désarmement et la paix. Ouais. Et que c'était une logique qui n'a pas été une logique que française, elle a été
largement partagé par tous les pays occidentaux. Et puis il y a deux phénomènes qui sont intervenus. D'abord, les attentats aux États-Unis en 2001, le 11 septembre, où on n'a pas changé le format d'armée, mais en tout cas on a davantage eu une armée orientée vers la lutte contre le terrorisme islamiste. Et puis évidemment les attentats de Paris en 2015, qui ont en tout cas déclenché une espèce j'allais dire d'électrochoc qui a fait que on a commencé à réfléchir à notre modèle d'armée. Et alors que François Hollande, quand il était élu, avait décidé largement de remettre en cause l'augmentation du budget des armées et à le diminuer, eh bien, il y a eu des efforts de fait et on a commencé à avoir un budget qui s'est stabilisé. Et puis en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, évidemment le contexte international était largement différent. Il y avait une nécessité de se réarmer. Et donc la loi de programmation militaire de 2017, qui est une loi qui allait de 2018 à 2025, a généré des efforts importants puisqu'on est passé à un budget qui devait augmenter de 295 milliards entre 2017 et 2025. C'est-à-dire que progressivement, chaque année, il y a eu une augmentation de 1,7 milliard entre 2017 et 2022 et de plus 3 milliards à partir de 2022. Donc, au jour enfin, au moment où on se parle, évidemment, la loi de programmation militaire suivante est en discussion, puisqu'elle a été présentée au Conseil des ministres mardi 5 ou 6 avril, je ne sais plus, avec pour objectif d'être discuté devant le Parlement à l'Assemblée nationale au mois de mai et au Sénat au mois de juin. Avec des efforts là aussi importants, puisque sur la période 2024-2030, c'est-à-dire sur 6 ans, l'objectif est de consacrer à notre défense 400 milliards d'euros. Donc plus 13 milliards, mais qui sont des recettes incertaines. Donc je classe ça par donc 400 milliards plus 13 milliards, qui peut paraître être une somme extrêmement importante, évidemment. C'est une somme importante, mais qui doit être relativisée puisqu'elle est à lisser sur une période de 7 années. Donc ça donne une moyenne annuelle de l'ordre au départ d'une cinquantaine de milliards, et puis ensuite on progresse vers 69 milliards en fin de période de budget de la défense. Donc on part d'un niveau de l'ordre de 30 milliards en 2017 pour arriver à 69 milliards en 2030. Vous dites que 2001 et 2015 ont provoqué un changement notable, vraiment? Il a provoqué une sorte de révolution des esprits. Les attaques sur le World Trade Center en fait, ont évidemment fait reprendre conscience aux pays occidentaux que la lutte contre le terrorisme était toujours d'actualité, peut-être plus encore que jamais. Donc il a fallu évidemment... le modèle d'armée française a été construit sur un modèle expéditionnaire, donc c'est-à-dire que l'objectif c'était évidemment d'avoir un modèle d'armée qui permettait de projeter nos soldats sur des théâtres d'opération en Afrique, comme on a connu Barkhane, Serval, que ce soit au Mali, en Centrafrique, et dans différents secteurs. Et ces opérations, elles ont continué évidemment avec un objectif différent qui était celui de la lutte contre le terrorisme. Donc Barkhane, par exemple, qui a été arrêté enfin pas arrêté, mais redimensionné et redéployé différemment par le président de la République l'année dernière, c'est une opération qui a vocation, en tout cas, à lutter contre le terrorisme, là où le terrorisme se trouve principalement. Oui, donc révolution des esprits, et puis évidemment après les attentats de 2015, Charlie Hebdo, le Bataclan, et tout ce qui va en découler, c'est-à-dire une vigilance beaucoup plus importante et une nécessité de réplique de la part de la France vis-à-vis des actes graves de terrorisme qui étaient commis. Donc un modèle d'armée qui n'a pas fondamentalement changé, mais qui nécessitait d'être à minima, dont on devait à minima arrêter l'hémorragie. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui devrait changer ou pas? Parce que j'entends que la question qui se pose, c'est on met plus ou on met moins. Et puis quand il y a une vague de peur liée à des attentats, on redonne des sous. Et puis après, quand ça va mieux, on en met moins. Est-ce qu'il n'y aurait pas à changer un peu de paradigme? Non, là on peut dire quand même que, objectivement, même si je ne suis pas un grand fan du président de la République, que le budget de l'armée a été tenu depuis 2001, depuis 2017, pardon. L'augmentation qui était prévue dans la loi de programmation militaire a été tenue, hein, plus 1,7 milliard tous les ans jusqu'en 2022 et ensuite plus 3.
Et bien entendu, non. On dit que si tu veux la paix, prépare la guerre. Donc il faut être en capacité évidemment de pouvoir mettre en place ce que le chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, qui d'ailleurs est un Belfortin, enfin d'Éloie plus précisément, une ville au sud du département, comment explique, c'est-à-dire la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité, c'est pas forcément ce qu'on imagine. La guerre de haute intensité, c'est être en capacité d'abord de gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire mettre en place des moyens cyber, des moyens numériques, des moyens divers et variés qui dissuadent en tout cas un adversaire de nous attaquer parce qu'il sait que si toutefois il devait nous attaquer, il subirait des dommages tels qu'il ne pourrait pas en tout cas gagner. Donc l'objectif c'est évidemment de construire un modèle d'armée qui nous permette de gagner cette guerre avant la guerre. Guerre avant la guerre qui, il faut être clair, a déjà commencé depuis longtemps. Hein. C'est évidemment la lutte informationnelle qu'on connaît. Regardez ce qui se passe en Afrique, au Burkina Faso, au Mali, de tous les pays d'Afrique où la France se fait sortir parce qu'il y a une espèce de communication et de guerre cyber et notamment informationnelle qui, évidemment, a pour vocation, et c'est évidemment les Russes qui sont largement à la manœuvre, qui ont pour vocation en fait de nous décrédibiliser auprès de la population locale pour qu'on se fasse sortir et le mettre dehors. C'est ce qui se passe en ce moment même au Burkina Faso. Ça, c'est gagner la guerre avant la guerre et donc mettre les moyens en cyber, en numérique, en différents secteurs pour pouvoir dissuader les adversaires. Et après, si cette théorie de gagner la guerre avant la guerre ne fonctionne pas, eh bien on rentre justement dans la guerre de haute dans une autre phase de la guerre, qui est la guerre de haute intensité et qui nécessite de la masse pour être capable de durer. Et là, c'est ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il faut construire un modèle d'armée qui nous permette en tout cas d'avoir suffisamment de matériel, suffisamment de munitions, suffisamment d'hommes et de femmes pour pouvoir, en tout cas, dans ce cas-là, être en position de se battre pour ses valeurs et son pays. Vous avez ouvert une question que j'allais aborder plus tard, mais on va y aller maintenant, c'est la question du cyber, parce que je me demande si on dissuade vraiment l'ennemi, entre guillemets, face à nous, puisque à peu près toutes les semaines, en ouvrant les journaux, on apprend que tout le territoire est attaqué sur le plan informatique. On peut imaginer que ça peut être aussi des tentatives de déstabilisation de pays étrangers. Les départements qui se font attaquer, celui dans lequel je vis d'ailleurs a été attaqué il y a environ 5-6 mois, et ça n'arrête pas, les hôpitaux, etc. Donc je me demandais si pour vous, on pouvait intégrer la question de la défense au sens large sur le plan cyber. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez quoi, de tout ça? Est-ce que c'est signe que finalement on aurait du mal à tenir nos positions là-dessus, qu'il faudrait investir plus? Bah, en tout cas, il y a aujourd'hui des affirmations qui sont assez claires et qui consistent à dire que les guerres du futur sont des guerres cognitives, des guerres du cyber, des guerres de la... On pille les comptes virtuels, on démembre les ordinateurs à distance. Mais cette guerre-là, elle a déjà commencé. Enfin, je veux dire, Depuis un ça bon fait moment. longtemps qu'on est attaqué, que nos La entreprises France sont est-elle au attaquées. niveau? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Et une des priorités de la loi de programmation militaire de 2025 à 2030, 2024 à 2030, c'est justement de mettre des sommes importantes sur ces sujets de guerre nouvelle et notamment de guerre cyber. Il y a un centre de lutte contre la guerre, enfin, un centre cyber qui est en train de se développer fortement dans le secteur à Rennes. Il y a beaucoup d'embauches, il y a des recherches de cerveau, etc. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits et une prise de conscience aujourd'hui, peut-être un peu tardive, je ne sais pas. J'ai eu la sensation qu'elle était tardive. Mais en tout cas, elle existe. Israël, la Russie, la Chine Israël, sont depuis longtemps au fait de tout ça. Oui. Et il m'a semblé que l'Europe, et pas forcément que la France, mais l'Europe était les pays baltes ont été très à la pointe et très en avance sur ces sujets. Aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine se passe parce que les Américains ont donné en tout cas des moyens et ont formé les Ukrainiens à lutter dans ces domaines-là. Et les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et compagnie, ont largement été des acteurs, sont toujours d'ailleurs des acteurs dans la guerre en Ukraine parce qu'ils ont formé les Ukrainiens et préparé leur modèle à davantage de résilience en matière de cyber. Donc la France a besoin de travailler sur ces sujets. On n'est pas aussi menacé que ne le sont Israël ou d'autres pays. Et donc peut-être que ce retard il s'explique comme ça. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre les moyens dans ce domaine-là et que c'est une des ambitions de la loi de programmation militaire de 2000 qui arrive.
Je me suis posé la question du moral des troupes. Il m'a semblé aussi que les militaires sortaient parfois par vagues, peu à peu, de leur devoir de réserve, avec notamment une tribune il n'y a pas si longtemps. Je vous lance des éléments comme ça qui me sont venus pour préparer l'émission. Il y a eu la sortie d'Alexis Corbière, de la commission de défense de l'Assemblée nationale, qui parlait d'envoi de matériel à l'Ukraine, qui sortait d'un devoir de réserve. On a aussi Éric Zemmour, qui pendant les présidentielles a dit à plusieurs reprises, et je pense que beaucoup de Français l'ont entendu, qu'il n'y aurait que 3 jours de munitions devant elle, la France, en cas de guerre. On serait, et je l'ai entendu, mais j'aimerais avoir votre avis, parce que justement, elle sert à ça, cette émission, à sortir un peu de ce qu'on entend et d'avoir des réponses plus claires, qu'on serait un peu en retard sur la question des drones. On se moque aussi régulièrement du porte-avions depuis toujours, ça devient un running gag. Donc, voici, sans jeu de mots, j'aurais voulu savoir si, selon vous, c'était le début de la Bérésina, si finalement tout ça n'était pas si grave. Je voudrais avoir votre avis sur tous ces éléments, en fait, quoi. Bah, ce qui est certain, c'est que le moral des troupes, je serais tenté de dire que la loi de programmation militaire dernière, donc qui court de 18 à 25, est une loi de programmation militaire que le gouvernement a appelée une loi de programmation militaire de reconstruction, qui est critiquable parce que évidemment il y a évidemment des trous dans la raquette, il y a des choses qui n'ont pas été faites, en tout cas comme on l'espérait. Le moral des troupes, je serais tenté de dire qu'il est toujours pareil, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que quand vous avez, comme ça a été le cas, une LPM qui s'est voulue à hauteur d'homme pour essayer de donner en tout cas des moyens, des conditions de vie aux militaires qui on l'espère en tout cas, s'améliorent, on peut considérer que les choses vont un peu mieux. Après, il y a toujours les problématiques du matériel obsolète, vieillissant, fatigué, qu'on a du mal à réparer, etc. Donc, on trouvera toujours des gens qui ne sont pas satisfaits de la condition dans laquelle ils travaillent. Globalement, je pense que les choses s'améliorent, qu'il commence à y avoir un peu des premiers résultats de l'augmentation du budget avec notamment l'arrivée de nouveaux matériels dans les armées. Et quand du matériel neuf arrive, je pense que c'est aussi, ça participe aussi, c'est comme pour tout le monde, ça participe aussi au moral des troupes. Les conditions de casernement qui sont parfois assez déplorables commence aussi à s'améliorer. J'espère que dans la loi de programmation future, il y aura toujours des crédits pour pouvoir continuer. C'est vrai que les conditions de logement, elles participent aussi au moral des gens et au moral des troupes et des familles. Donc c'est important. Après, sur les paroles qui ont été tenues, chacun a le droit de tenir les paroles qu'il veut. Je pense que Sur les sur ces 3 jours de sujets, munitions, par exemple, c'est des faits objectifs ou sur ces pas? sujets militaires, il faut savoir aussi tenir des propos en responsabilité. C'est-à-dire que on peut toujours tirer des propos qui soient des propos, j'allais dire, de comptoir, D'accord. mais il faut être aussi responsable et expliquer ce qu'est notre modèle d'armée. Évidemment que je crois que Zemmour avait parlé d'armée échantillonnaire. Mais oui, on a une armée échantillonnaire, mais il faut peut-être se poser la question pourquoi elle est échantillonnaire. C'est-à-dire qu'on a un modèle d'armée qui est expéditionnaire, qui a vocation à se déplacer sur des théâtres d'opération de manière très, j'allais dire, localisé. Et on est surtout en Europe le seul pays de l'Union européenne doté d'une dissuasion nucléaire. Ouais. Donc ce qui fait que quand vous avez la dissuasion nucléaire, peut-être que la force conventionnelle est moins importante que ce que ne serait dans un autre pays où il n'y aurait pas de dissuasion et où, en cas d'attaque, il ne faudrait vous fier qu'à votre force conventionnelle. Donc tout ça est à discuter et à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir. J'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que de mon point de vue en tout cas, la dissuasion nucléaire, ça ne fait pas tout, et qu'il faut aussi garder évidemment des moyens de lutte conventionnels qui nous permettent d'une part d'être des alliés exemplaires de l'OTAN pour pouvoir répondre à nos alliés ukrainiens ou autres s'ils devaient être attaqués pour leur fournir du matériel, etc. Donc fournir du matériel, ça suppose d'en avoir. Et aujourd'hui, il est bien évident que les dividendes de la paix, puis les décisions de baisse de budget des années, de ces 30 dernières années, n'ont pas arrangé ni nos stocks de munitions, ni nos stocks de matériel. Donc effectivement, il y a besoin de reconstruire cette armée et de lui redonner une capacité matérielle. Moi, je suis assez inquiet en voyant la loi de programmation militaire arriver parce que, en fait, dans les annonces qui ont été faites très récemment par le gouvernement, il y a quand même beaucoup de renoncements. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une effort budgétaire qu'on ne peut que saluer, hein, mais il
y a aussi beaucoup de renoncements parce qu'en fait, il y a dans ce budget, certes des augmentations, mais il y a aussi des combats nouveaux. J'ai parlé du cyber, j'ai parlé des drones, j'ai parlé enfin voilà, d'un certain nombre de sujets qui nécessiteront de consacrer beaucoup d'argent pour rattraper notre retard. Et en fait, il y a des effets d'éviction, c'est-à-dire que quand vous consacrez beaucoup d'argent à un sujet, fatalement, si à budget relativement constant, vous devez faire des choix. Et ces choix, c'est parfois d'évincer un certain nombre d'investissements nouveaux. Donc oui, leur budget, il souffre d'effets d'éviction évidents. Et ces effets d'éviction, ben, ils ont des conséquences sur le fonctionnement de nos armées. Quand, par exemple, les nouveaux véhicules d'armée, que sont les Jaguars, les Serval, les Griffons, qui sont les tout nouveaux véhicules dont commencent à être dotés les armées, se voient prolongés dans le temps parce qu'on sait qu'à partir de 2030, on n'atteindra pas la cible prévue et on devra attendre 2035 pour atteindre la cible. Ça veut dire d'abord que bah, les troupes n'auront pas le matériel escompté en temps voulu, et puis derrière que nos industriels n'auront pas les commandes escomptées en temps voulu. Et derrière tout ça, n'oublions pas quand même que Donc c'est toute une économie c'est toute une derrière. économie, c'est toute une industrie, ce sont des emplois qui sont Sauf potentiellement... quand on achète à l'étranger. Oui, mais enfin la France a plutôt tendance sur ces matériels lourds à faire travailler sa BITD, sa base industrielle et technologique de défense, qui est une base d'industrielle française évidemment, qui compte à peu près 200 000 emplois directs et je pense quasiment autant d'emplois indirects. Donc à la louche, près de 400 000 emplois en France, donc c'est assez considérable. Et on a la chance d'avoir une base industrielle et technologique de défense qui est extrêmement compétitive, avec des entreprises qui sont très bonnes, très fortes, qui savent faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, dans la balance commerciale française, qui est en déficit de manière considérable, plus de 100 milliards d'euros de déficit en 2022, eh bien, pour à peu près 9 milliards d'euros, c'est la défense qui tire vers le haut cette balance commerciale. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas nos exportations en matière de défense, notre déficit ne serait pas de 100 mais de 110 milliards. Donc ça fait quand même 10%. Donc 10% de nos balances commerciales qui est lié enfin du déficit commercial qui est lié, qui est évité, j'allais dire, par nos exportations en matière de défense. Donc c'est pas négligeable, loin de là. Donc voilà, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, ce sont des emplois et ce sont évidemment des familles qui vivent. Le spatial, alors, qu'est-ce que vous pourrez nous en dire? On en est où aussi? C'est une question. Bah, l'armée de l'air a été convertie en armée de l'air et de l'espace il y a quelques années, 3 ou 4 ou 5 ans. Avec le Covid, je ne sais plus en fait. Parce qu'il semblerait que l'Asie se mette de plus en plus à cela. Et aujourd'hui, évidemment, le sujet de l'espace est un sujet de plus en plus, j'allais dire, de compétition. On a vu d'ailleurs en Ukraine ce que ça a donné, hein. Aujourd'hui, je pense que si l'Ukraine est en capacité d'avoir la résilience qu'elle a, c'est grâce sans aucun doute à Starlink et à Elon Musk qui a mis à disposition son réseau Starlink pour les Ukrainiens pour pouvoir faire de la redondance et pour pouvoir permettre aux Ukrainiens de continuer à communiquer et à utiliser un certain nombre d'applications pour pouvoir se défendre. Donc l'espace a beaucoup d'intérêt pour beaucoup de gens. Il est malheureusement peu réglementé. C'est une des difficultés, mais en tout cas, il est extrêmement, j'allais dire, convoité. Et la France, dans les budgets à venir, doit consacrer davantage de moyens, en tout cas, à travailler cette question de l'espace. On a la chance d'avoir en France et en Europe Ariane Group, qui est quand même un des leaders mondiaux du lancement de satellites. Donc on sait faire des choses. Si aujourd'hui, par exemple, on a ce qu'on appelle le missile M51, qui est le missile nucléaire français qui est chargé sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est parce qu'on maîtrise cette technologie. Si on maîtrise cette technologie, d'avoir la capacité de lancer un missile nucléaire depuis un sous-marin qui est en l'eau et qui avance, faut imaginer la performance. C'est-à-dire que le missile, il va sortir du navire, enfin du sous-marin, alors que le sous-marin est en marche. Donc il avance, donc il y a toute la problématique des courants, de la sortie du missile, de l'eau, etc. Donc c'est extrêmement sophistiqué, ça nécessite évidemment des connaissances majeures. Si on est capable de faire ça, c'est parce qu'on a su aussi au fil du temps développer une capacité spatiale qui nous a permis d'obtenir ces compétences et de le conserver. Donc évidemment, on a besoin de continuer à travailler ces questions de l'espace et la France est un des pays majeurs, en tout cas sur les lancements de satellites. Évidemment aujourd'hui largement concurrencé par les Américains, avec Starlink, avec Elon Musk et SpaceX notamment, par les Chinois de plus en plus, par les Russes avec lesquels nous avions des accords sur les lancements de Soyouz
mais avec lesquels évidemment ça va être un peu plus compliqué dans le futur. Donc il y a une nécessité de consacrer de l'argent évidemment au spatial qui est devenu un enjeu majeur aujourd'hui en termes de défense et de comment et de domination, j'allais dire militaire. Quand je vous entends parler du lancement du missile et puis des autres pays, je me demandais si euh, tout le monde était en capacité de bien protéger aussi les inventions qu'il avait pu mettre sur pied et ne pas les faire subtiliser par les pays ennemis. Notamment les technologies dont vous parlez, elles peuvent être reproduites parfois assez rapidement, parfois ça n'est pas le cas. Est-ce que la France finalement est dotée d'une réflexion autour de cela? Tout l'enjeu, il est là, hein. On a parlé tout à l'heure de la problématique du cyber. La problématique du cyber, au-delà des attaques cyber, c'est aussi le pillage des données dans nos entreprises, dans nos PME, dans nos ETI, et souvent, ou dans nos grandes entreprises. Et souvent, il est exact que de dire que les entreprises sont insuffisamment protégées ou sont parfois naïves. Une Elles- émission a été faite sur ça dans Où va le monde, où finalement on se rendait compte que on avait une culture qui était assez pauvre et les services comme la DGSE souvent en parlent d'une forme de grande naïveté des entreprises et parfois des très grandes entreprises françaises avec oui, une forme de naïveté Bah à se oui, promener avec des données sensibles ah bah, et à avoir un clairement. mot de passe 1, 2, 3, 4, Voilà, 5 c'est ça, mais clairement. et à se connecter à n'importe quel Wi-Fi, à laisser son ordinateur traîner dans un hôtel à l'autre bout du monde. Ce sont des attaques qui sont des attaques invisibles qu'on ne perçoit pas et on les perçoit le jour où on a un produit identique au nôtre Ouais. qui voit le jour en Chine ou ailleurs et qui est ensuite mis sur le marché alors que le nôtre n'a pas été protégé. Donc oui, moi je peux que mettre en garde en tout cas les entreprises qui ne sont pas suffisamment protégées d'un point de vue informatique, les entreprises et même les administrations, hein. Aujourd'hui, vous avez des cyberattaques sur des mairies pour faire du rançon logiciel et demander des rançons en contrepartie de la restitution de la totalité de l'état civil de la commune. Enfin, il y a des communes qui s'arrêtent carrément parce qu'elles ont été pillées, etc. Donc non, non, c'est un enjeu considérable. Aujourd'hui, tout est numérisé, informatisé, et donc il faut se protéger et se prémunir de ces attaques. C'est compliqué. Il y a des agences, l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, la fameuse ANSSI, qui est l'agence française qui a pour vocation justement de lutter contre ces attaques et de conseiller en tout cas les entreprises et les administrations sur la meilleure façon en tout cas de se protéger contre ce type de menaces potentielles. L'armée, l'Union européenne, on en est où? Cette fameuse armée de l'Union européenne, notamment dont on a parlé pendant longtemps, ça fait des années, c'est un peu l'Arlésienne. Est-ce Moi, que ça arrivera un jour? Vous en pensez quoi, je pense qu'il y a eu il y a des problèmes de compréhension. On a du mal de se comprendre dans la de mesure où traduction? de traduction peut-être. Et je pense que le président de la République actuel, dans sa campagne de 2017, a été un peu maladroit. C'est-à-dire que, comme à l'accoutumée, on va faire beaucoup de communication. Mais quand on explique qu'on veut une armée européenne, dans l'esprit des gens, dans l'esprit des citoyens lambda, dans de la personne de la rue, qui n'a pas forcément évidemment une connaissance très pointue de l'armée, dans son esprit, il imagine en tout cas un soldat avec un uniforme kaki et puis un casque et un drapeau européen dessus. De mon point de vue, c'est pas ça l'Europe de la défense. De Ouais. mon point de vue, l'Europe de la défense, c'est avant tout une coopération industrielle en matière de défense entre les pays européens, c'est-à-dire d'avoir la capacité de travailler ensemble pour innover, parce que ça coûte très cher, et pour faire de la recherche, du développement, et puis mettre en œuvre Mhm. des programmes de construction de matériel, qui soient des programmes en coopération entre tous les pays européens, C'est entre aussi, plusieurs pays européens. c'est aussi se répartir les tâches, Se c'est répartir aussi les ne pas être tâches, voilà, forcément en concurrence permanente. Est-ce c'est qu'on est ça. en bonne intelligence ou pas, selon vous? Alors il y a des objectifs pour y arriver, évidemment, il y a plein de projets qui sont en train de mûrir, mais qui de mon point de vue mettent un peu trop de temps à mûrir. C'est le projet de char du futur, par exemple, ce qu'on appelle le MGCS, qui est un projet qui est en franco-allemand entre Nexter, Rheinmetall, KNDS, enfin des boîtes franco-allemandes, mais ça a énormément de mal à avancer parce que voilà, chacun a des demandes particulières et parfois les demandes particulières ça empêche les dossiers d'avancer vite. Il y a un projet de système de combat aérien du futur, le fameux SCAF, qui a pour objectif de remplacer à partir de 2050 environ le Rafale.
avec évidemment le SCAF, c'est un système, donc ça veut dire que c'est des avions, des drones, enfin voilà, c'est pas juste un avion. Ça aussi, c'est un projet qui est fait avec les Allemands, les Français, les Italiens, je crois, les Espagnols, je sais plus, les Espagnols, qui a aussi beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à avancer parce qu'il y a des problèmes de propriété intellectuelle, Ben oui, voilà. il y a plein de choses qui sont compliquées à gérer, et puis on n'a pas tous les mêmes exigences, les mêmes besoins. Il y a aussi le programme de drone mâle européen qui est en discussion entre les Allemands, les Français et les Espagnols depuis maintenant 2015, qui n'aboutit pas, qui est fait essentiellement par Airbus, et qui devait être normalement livré pour le premier système en 2025 et qui ne sera sans doute livré pas avant 2030. Ouais. Donc ce qui me fait dire en tout cas assez régulièrement que ce matériel sera obsolète quand il arrivera. Ben, c'est la question, voilà. Donc en fait toute la problématique de ces grands programmes européens, c'est qu'on en a besoin, que c'est une nécessité, mais qu'il faut être en capacité de discuter avec nos partenaires pour aller beaucoup plus vite, parce qu'aujourd'hui la technologie est tellement rapidement obsolète, qu'il faut évidemment aller vite pour que le matériel ne soit pas obsolète avant même d'être livré à nos armées. Donc il y a beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. On Il y a n'a des pas, programmes qui fonctionnent commun parce que il y a des programmes qui je vous ai fonctionnent, il y a un trouvé super très programme. positif et puis là vous êtes en train de Il nous y a un parler de tous ces programme. programmes difficiles Oui, mais à faire. il y a évidemment plein de difficultés. Ouais. Il y a un programme très efficace qui est mis en œuvre avec les Belges qui s'appelle Camo sur du matériel d'armes terrestre qui fonctionne très très bien. Voilà, donc il y a des exemples qui fonctionnent, qui marchent, mais il n'en demeure pas moins qu'il y en a aussi beaucoup d'autres qui ont du mal d'aboutir. Et les programmes franco-allemands sont très difficiles à faire fonctionner parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes ambitions. Si je vous prends l'exemple du drone mâle européen, par exemple, qu'on fait avec les Allemands, il y a ce qu'on appelle des surspécifications, c'est-à-dire en fait, on pourrait traduire ça par des options que les pays voudraient mettre en œuvre sur le matériel et que l'un voudrait, mais dont l'autre n'a pas besoin. Et évidemment, chaque fois que vous prenez une option, ben, c'est un coût supplémentaire. C'est comme quand on achète une voiture. Et c'est ce que j'allais vous dire. Par exemple, sur le drone mâle européen, les Allemands ont réclamé une double motorisation, d'avoir un double moteur. En fait, pour une simple raison, c'est que nous avons, nous, un usage de nos matériels sur des théâtres d'opération en Afrique ou voilà, dans nos opérations extérieures, comme on dit. Et quand vous utilisez un drone en Afrique, s'il se casse la figure au milieu du désert, ben, ma foi, écoutez, vous l'aurez perdu, mais vous pourrez le remplacer. Et l'objectif, c'est d'avoir le matériel qui coûte le moins cher possible pour pouvoir le remplacer facilement. Les Allemands, eux, ne font pas d'opérations extérieures, ne déploient que très peu leur matériel. C'est lié à leur histoire. Et donc, ils ont besoin d'un drone qui soit un drone qui survole le territoire national et qui soit sécurisé, entre guillemets. Et donc, ils veulent une double motorisation pour que le cas où un moteur tombe en panne, il puisse y en avoir un deuxième qui prenne le relais. Ça, on n'en a pas besoin, nous. Mais les Allemands ont gagné. C'est eux qui ont eu gain de cause et qui vont pouvoir, en tout cas, mettre en œuvre, enfin, en tout cas, obtenir un drone avec une double motorisation. Donc, évidemment, c'est plus cher à la construction, c'est plus cher à l'entretien, ça met plus de temps, etc. C'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Et la difficulté des programmes en commun, c'est ça, c'est ces surspécifications qui sont difficiles à gérer. Cédric Perrin, on va sur la dernière question et elle est importante. Selon vous, où va le monde? Écoutez, si je devais prendre le monde que je regarde tous les jours avec ma fonction de vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, je dirais le monde va... enfin, on ne sait pas trop justement où va le monde, et je pense que la guerre en Ukraine a ouvert une nouvelle porte vers l'inconnu. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était sur la lutte contre le terrorisme, on était en post-guerre froide, avec des affrontements euh, de groupe armé à groupe armé, c'est ce qu'on appelle nous ou d'État à groupe armé, c'est ce qu'on appelait des guerres, comment dirais-je, il y a un terme très exact, mais j'ai trop de mémoire là, des affrontements de groupes armés à État. Et de plus en plus, on le voit avec l'Ukraine, on se retrouve maintenant dans des confrontations d'État à État, ce qui change évidemment complètement la donne. Il est bien évident que jusqu'à présent, ces confrontations de groupes armés à État étaient des confrontations qui permettaient de rester sous le seuil nucléaire, pour éviter des confrontations d'État à État, pour éviter justement ce risque Escalade. d'escalade vers la guerre nucléaire. Donc les choses changent. Le matériel doit changer parce qu'évidemment les conflits ne sont plus les mêmes. Mais les choses changent et les choses ne changent pas forcément en bien, dans la mesure où des conflits d'État à État sont des conflits qui peuvent beaucoup plus rapidement dégénérer que des conflits qui ne seraient pas d'État à État. Donc le monde prend une direction, j'allais dire, dangereuse.
dans une pente, enfin en tout cas il est sur une pente descendante et très glissante, avec des risques d'extension de conflits. On sait très bien qu'aujourd'hui les Chinois regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Ukraine parce qu'ils ont des velléités sur Taïwan par exemple, ils ont des velléités dans la mer de Chine méridionale. Il y a une multitude aujourd'hui de pays qui sont des pays dirigés par des dictatures clairement qui n'ont aucun intérêt pour la démocratie et pour la liberté des peuples. Malheureusement, c'est de plus en plus développé. Et je serais tenté de dire que le populisme d'un certain nombre de partis que l'on connaît également malheureusement en France aujourd'hui et qui commencent petit à petit à être élus sont des populismes qui m'inquiètent fortement. Moi, j'ai eu un grand-père qui était déporté, qui s'est battu, qui a été dans la résistance, qui toute sa vie, durant, une fois qu'il était rentré des camps, a passé son temps à essayer d'exercer le devoir de mémoire pour transmettre aux générations nouvelles eh bien, toute cette barbarie dont l'homme était capable, et en s'inquiétant toujours de savoir qui allait pouvoir transmettre cette histoire après qu'ils ne seront ou qu'ils ne seraient plus là. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'histoire ne fait jamais que bégayer. Et quand je vois arriver un certain nombre de gens dans des fonctions, dans des hautes fonctions, et avec le comportement qu'ils ont et leur recherche, j'allais dire, du clash systématique et de la, je veux dire, de la confrontation, je suis très inquiet. Et je me dis que, alors j'ai foi en l'être humain, je me dis que les gens vont se rendre compte que la liberté qui a été quand même si chèrement et durement conquise après la Deuxième Guerre mondiale est une liberté qui a coûté très cher et qu'il serait quand même largement dommage de remettre en cause parce que, évidemment, nous avons des difficultés dans ce pays. Rien ne va comme on le souhaiterait. Mais il faut aussi se rendre compte qu'on vit dans un beau pays où on a quand même beaucoup de chance de vivre dans de bonnes conditions. Certes, il y a beaucoup de gens qui sont en difficulté, mais comme je dis toujours, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et donc, où va le monde, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne prend pas forcément une direction qui est tout à fait satisfaisante pour les générations qui viennent. Cédric Perrin, merci pour Merci beaucoup, merci à vous. l'ensemble de vos réponses.